Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Bonjour Rita, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Sens. Pour ce mois en fait consacré à l'Ayurveda, puisque chaque mois sur Sens, sur le compte Instagram, on aborde une médecine alternative. Ce mois-ci, c'est l'Ayurveda. Donc je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux d'abord te présenter un peu et nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, bonjour. Merci à toi pour ton invitation. Je suis aussi contente de faire ça avec toi aujourd'hui. Alors, qui je suis? Je suis Rita, donc je suis portugaise aux origines indiennes. Et en fait, aujourd'hui, je pratique surtout l'Ayurveda, mais j'ai un parcours un peu différent. Donc, j'ai commencé par l'allopathie. J'étais infirmière d'urgence et de bloc opératoire. Et après, c'est en arrivant en France, en fait. Je suis arrivée en France en 2011. Et j'ai eu un impact très différent de ce qui est les soins, parce que j'ai eu l'impression que c'était plus une entreprise. On était beaucoup dans l'argent, parce que j'étais dans le privé, alors que tous mes stages en tant qu'étudiante, c'était dans le public, donc c'était peut-être un peu différent. Et au Portugal, je ne sais pas si ça change beaucoup, mais ici, il y avait un rapport très important à l'argent. Et j'ai commencé à chercher d'autres choses aussi pour moi, pour ma santé. Donc, j'ai commencé par étudier la naturopathie. Après, j'ai fait d'autres petites formations que je pratique pas aujourd'hui, le Reiki, les bols tibétains, les choses comme ça, pour finalement me plonger sur l'Ayurveda, qui était un truc qui m'attirait depuis petite, en fait. Ma grand-mère est indienne. Enfin, j'ai vraiment un rapport fort avec l'Inde. Et en fait, encore aujourd'hui, j'étudie. Aujourd'hui, je suis formatrice en Ayurveda, mais je continue à étudier pour moi et j'ai l'impression que je vais étudier toute ma vie. Voilà ce que je fais. Donc, j'ai un cabinet où je propose des consultations, je fais des formations et je continue à étudier. Ok, donc tu as plein de casquettes en même temps, c'est bien. Oui. Du coup, tu nous as un peu parlé de ce qui t'avait amené à faire de l'Ayurveda. C'est marrant comme tu es passé de la médecine vraiment hyper allopathique, hyper traditionnelle à quelque chose de beaucoup plus holistique. C'est parce que tu avais l'impression du coup qu'il te manquait quelque chose avec la médecine allopathique. Oui, oui, forcément. Mais c'est une démarche personnelle. C'est pas que je me Mhm. suis dit. C'est vraiment une démarche personnelle. C'était vraiment une quête. À la base, c'était une quête de joie parce que j'étais un enfant qui était plutôt malheureux. En fait, j'ai eu une enfance où je me sentais triste sans avoir une raison. Enfin, j'étais pas un enfant battu, rien du tout. J'avais pas une raison concrète, mais j'étais un enfant très malheureux. Et donc, depuis toujours, ma quête, c'était la quête de joie. Je voulais être heureuse. Et, euh, et en fait, petit à petit, j'ai fait mon petit chemin. Mais le moment de bascule, c'était, en fait, je suis arrivée en France en 2011, mais j'étais à Toulouse et après, j'ai rencontré mon compagnon. Et en 2014, je suis venue à Marseille. Mhm. Et à Marseille, j'ai travaillé comme infirmière, pas aux urgences, mais au bloc opératoire. Et au bout de 2 ans, en fait, j'ai eu un moment de bascule très important où, en fait, je me sentais plutôt bien. J'étais plutôt heureuse, c'est-à-dire, j'adorais mon endroit de travail, j'adorais la vie avec mon compagnon, l'endroit où j'habitais et tout. Mais il me manquait profondément quelque chose et je ne savais pas quoi. Et là, du coup, j'ai décidé de tout quitter. En fait, j'ai quitté mon travail. J'ai pas quitté mon compagnon, mais bon, on s'est éloigné et je suis partie avec un billet simple d'aller en Inde sans savoir ce que j'allais faire et combien de temps ça allait durer. Donc, c'était quand même un gros risque pour le couple aussi. Enfin, et voilà, j'ai tout abandonné. C'était vraiment une démarche d'abandon et de recherche et de quête. Et voilà. Et là, je tombe direct sur une école d'Ayurveda. Donc, je commence ça, la méditation, le yoga. Et bon, ça a duré 6 mois, ce voyage.
Je suis rentrée au bout de 6 mois parce que mon compagnon avait besoin de moi. Il s'était fait un problème de dos. Mais ça aurait pu durer. Donc, en fait, c'était une recherche qui a commencé comme ça. Et pour moi, en fait, ça a été très dur parce que du coup, j'étais en rupture complète avec tout ce qui était le avant. Mais du coup, ça a été très rapide comme déclenchement. En fait, je suis partie sur un angle de vision de voir le monde d'une façon complètement différente, mais de façon très rapide, ce qui m'a beaucoup bousculée. Donc, j'ai eu des moments de pleurs absolus, de qu'est-ce que je fais, de penser que j'étais en train de devenir folle et tout. Mais en même temps, je savais que ça faisait partie de mon chemin et qu'il y avait une certaine rupture et la vie serait jamais pareille. Hmm. Donc aujourd'hui, je continue mon chemin, mais c'est déjà beaucoup plus stable et je sais déjà ce que je veux, qui je suis, toutes ces choses-là, alors qu'à l'époque, j'étais vraiment en pleine découverte. Hmm. Voilà, donc ça, C'est cool. c'était en 2000 quoi, 2015, je crois, je suis partie. Quelque chose. C'est fou. Ça me fait penser, je sais pas si tu l'as vu, le film Mange, prie, aime. Ah, où je l'ai vu il y a longtemps, du coup, j'ai que des flashs là maintenant quand tu me parles. Ça me Je fait me un peu rappelle. penser à ça. Oui, 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 oui. Ah, mais c'est un peu l'histoire de cette fille ouais, qui a tout Oui, pété. qui quitte tout pour un peu découvrir qui elle est et elle part à l'autre bout du monde. C'est hyper cool comme film, j'adore. Oui, mais en fait, je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont fait cette démarche. Je ne suis pas la seule. En plus, Mm. aujourd'hui, comme je connais beaucoup de gens qui ont fait cette démarche, j'ai l'impression que ma mission initiatique, mon voyage initiatique, il est pas si époustouflant parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment à l'extrême, ça dure des Ouais. années et tout. Euh, mais en tout cas, c'est très révélateur. Et dans ce film, on voit que la fille, elle fait des rencontres absolument extraordinaires. Elle se sent vraiment guidée. À chaque fois, c'est comme si la solution se Mm. présente à ses yeux. Et en fait, c'est ça, quand on fait un voyage de ce type-là, c'est ça qui m'est arrivé. C'est qu'à chaque fois, j'arrivais au bout de quelque chose. Et là, il y avait c'est comme si j'avais des indications où je devais aller, à quel moment, et des choses un peu magiques qui se passent Ouais. et un peu hors de la logique. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet du podcast, mais c'est vraiment, il y a des trucs extraordinaires qui me sont arrivés lors de ces voyages, c'est si sûr. Ouais, c'est sûr. Mais ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu ce que c'est l'Ayurveda pour ceux qui nous écoutent, qui ne s'y connaissent pas du tout, et le lien que tu fais un peu avec la naturopathie, puisque toi, dans ta pratique, tu allies vraiment ces deux médecines. Oui, alors l'Ayurveda, elle est souvent traduite comme la médecine indienne, la médecine ayurvédique. Euh, Moi, c'est une traduction que je suis de moins en moins d'accord. Parce qu'en fait, quand on prononce le mot médecine, on a tout un tas d'idées qu'on a. Et la médecine, quand on pense médecine, on pense à la médecine allopathique qu'on connaît, alors que l'Ayurveda, elle n'a rien à faire, Ok. à voir avec ça. Euh, on peut dire que c'est une médecine parce que c'est le soin de la personne. On envisage d'améliorer la santé de la personne, qu'elle soit psychique, physique ou spirituelle. Donc, c'est ça le but. Donc là, je comprends pourquoi on traduit par médecine. Mais en fait, si on traduit à la lettre Ayurveda, Ayurveda, c'est l'ensemble de deux mots. Ayuru, qui est la vie, et, euh, et Veda qui est la connaissance. Euh, donc, c'est plutôt la connaissance de la vie ou la connaissance de la longévité qu'on va étudier en Ayurveda. Et ça change tout parce qu'on va étudier l'être vivant. On va étudier la vie en elle-même, pas seulement la personne, mais la personne qui est un microcosme. On va le mettre en contact avec la nature. On va étudier les animaux. Voilà, pour moi aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Alors, on pourrait traduire par médecine indienne, mais déjà, le mot médecine, on n'a pas trop le droit de l'utiliser en Occident, Mm. en tout cas en France. Et en plus, je trouve que ça donne une idée erronée de ce que c'est l'Ayurveda. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier avec la base dans ce qu'on appelle les trois doshas. Donc, ce sont des énergies, des humeurs, on peut dire comme ça, qui sont
formé par des éléments de base. Donc, quand on étudie l'Ayurveda, déjà, cette connaissance, elle vient des Védas. Qu'est-ce que sont les Védas? C'est les textes des textes très anciens que normalement, les rishis, ce sont les sages indiens qui vivaient dans les Himalayas il y a des milliers d'années. Ils ont reçu cette information d'une façon ou d'une autre. En fait, les Védas, c'est quoi? Quand on connaît quelque chose en tant qu'être humain, on connaît cette chose parce que quelqu'un nous a dit ou parce qu'on a vu ou on a eu cette information par les 5 sens. Or, il y a des choses qu'on sait aujourd'hui, il y a des informations qui nous viennent qui ne sont ni transmises par une personne, parce que l'autre personne qui nous transmet, pareil, soit elle l'a vu, soit quelqu'un lui a dit. Donc, il y a des choses dans la vie que ne nous ont pas été transmises par ces deux façons-là. Et donc, les sujets des Védas, c'est toute cette connaissance qu'on ne peut pas avoir de nous-mêmes. Ok, ça, c'est la base. Donc, et les Védas, il y en a de tout. Hein. Il y a, par exemple, il y en a 4 Védas. Et on va parler de tous les sujets de la vie de l'être humain. Okay. L'Ayurveda, c'est un Upaveda de la Atharva Veda. Atharva Veda, c'est un des 4. Et un Upaveda, c'est une sous-branche de ce Veda. Okay. Donc, l'Ayurveda, on va trouver la plupart dans l'Atharva Veda, mais il y a un petit peu du Rig Veda. Bon, je rentre trop dans le détail. Donc, en fait, les informations qu'on a dans l'Ayurveda, c'est des choses qui nous sont données et qu'on ne pouvait pas conclure ou observer de nous-mêmes. Par contre, on peut observer les effets. Donc, l'Ayurveda nous parle de ces 3 doshas. Quand on étudie l'Ayurveda, on étudie les sciences védiques, donc on étudie par exemple le Samkhya, qui est la création de l'univers. Donc, on comprend que ça vient du Purusha, que tout a commencé de Purusha, qui est la connaissance absolue, c'est tout ce qui est, tout ce qui existe. Et en fait, ce Purusha, il va se diviser jusqu'à arriver à 5 éléments qui sont l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc après, ça devient très matérialisé et chacun de ces éléments, il va se mélanger pour former donc les fameux doshas, ces humeurs qu'on a dans le corps. Okay? Vata, Pitta et Kapha. Donc Vata, c'est l'air et l'espace. Pitta, c'est le feu et l'eau. Et Kapha, c'est la terre et l'eau. Et du coup, vu que tout dans l'univers est formé de ces 5 éléments, nous, les êtres humains, nous sommes formés de ces 5 éléments. Donc, quand nous sommes nés, au moment de notre conception, même au moment que nos parents nous conçoivent, il y a ces 5 éléments. Donc, il y a les 5 éléments qui sont présents chez notre maman, ceux qui sont présents chez notre papa, ceux de l'environnement, ceux de les saisons, etc. Ça va former ce qu'on appelle notre prakriti, notre constitution de base. Et ça, c'est qui nous sommes. Ok. Donc, moi, par exemple, j'ai une dominance de Vata Pitta. Donc, la personne qui est Vata, okay, qui est Vata pure, elle va avoir une morphologie qui est plutôt fine parce que c'est l'air et l'espace. Donc, elle va être plutôt fine, longiligne, tendance à la maigreur, aussi tendance aux rides, à la sécheresse, au mouvement instable, c'est-à-dire les humeurs un peu instables. C'est les personnes qui veulent tout commencer, sont toujours motivées pour commencer plein de choses très créatives, mais du coup, ça ne tient pas parce que c'est vraiment l'énergie du vent, de l'air. Ça va, ça fait un coup de vent, on est très motivé et après, pof, on a envie de passer à autre chose. Ça, c'est beaucoup le Vata. Les Pitta, il a cette dominance du feu, donc c'est le feu et l'eau. Donc les Pitta, c'est les personnes qui sont très intelligentes, très perçantes. Donc souvent, on les voit comme leaders, comme chefs d'entreprise et ils ont un but. Donc ils sont très capables d'atteindre leur but et de faire les choses, coordonner les choses pour atteindre leur but. Et les Kapha, donc c'est les personnes qui sont déjà plus constituées de terre et d'eau, et donc qui ont tendance déjà à être un peu plus lourdes. C'est des personnes qui ont déjà les os qui sont plus larges, un visage qui est plus carré. C'est des personnes qui aiment beaucoup manger alors qu'ils ont peu faim parce que tout est lent chez eux, ils sont très lents. Donc le système digestif, il est lent, tout est lent.
voilà, donc ils ont envie de plus dormir alors que c'est les personnes qui ont plus de tissu, donc ils ont moins besoin de dormir et tout ça. Donc voilà, c'est ces trois caractères qu'on puisse avoir. Mais après, les trois doshas, ils ne seront pas que sur notre constitution. Ils vont être dans les saisons, ils vont être dans la nature, dans l'endroit où on habite. Mais malgré la ville où on habite, l'endroit où on habite, ou l'environnement de l'endroit où on travaille peut avoir une dominance d'un autre dosha ou quoi. Et ça va avoir un impact sur notre santé en permanence. Et c'est jamais une ligne droite. C'est toujours, ça oscille toujours parce que la vie, elle est bougeante. Ayuhu, quand je te disais Ayurveda, Ayuhu, c'est un verbe. Et du coup, ça veut dire que la vie, elle est bougeante. On va étudier cette science de comprendre la vie, mais la vie qui bouge tout le temps, et du coup, on bouge avec. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on n'a pas un traitement pour une personne. On va toujours analyser la personne en fonction de la saison, en fonction de ses déséquilibres. Et puis, les déséquilibres aussi, ils vont avoir des prédominances dans notre dosha. Et voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va étudier. Et on va travailler non seulement sur le corps, mais aussi beaucoup sur l'esprit, parce que pour nous, c'est lié. Et un peut être l'origine de l'autre. Et voilà. Et ça devient après très complexe, mais voilà, c'est un petit peu les bases. Super intéressant. C'est vraiment toute une philosophie et une manière de voir la vie et le corps vraiment lié à la terre et tout. Enfin, ça me parle beaucoup. C'est très joli, je trouve, comme façon de voir la vie. Mais oui. Donc, on en revient un peu à ce que tu me disais, mais toi, tu as dans ton cabinet, du coup, plusieurs gammes de soins pour le visage, pour le corps, etc., que tu fais en traitement. Donc, selon toi, un peu, quel est le lien entre la beauté vraiment extérieure, la beauté de la peau, etc., et le bien-être, du coup, intérieur? Alors, en Ayurveda, c'est la même chose. On ne va pas les distinguer. C'est-à-dire que déjà, en termes de produits beauté, on met rien sur la peau qu'on ne puisse pas avaler. Parce qu'à travers la peau, il y a une digestion. On a une notion qui est très importante en Ayurveda qu'on n'a pas en naturopathie, qui est l'agni, qui est le feu digestif. Donc en fait, tout ce qu'on met dans la bouche, sur notre peau, toutes les émotions qu'on reçoit, toutes les pensées qu'on reçoit, elles passent par une digestion. Et donc on a plusieurs agnis dans notre corps, dans notre esprit, et tout ce qui passe, tout ce qui rentre doit être digéré. Si ce n'est pas digéré, on commence à accumuler ce qu'on appelle ama, des toxines. Toxines, c'est vraiment la nourriture non digérée. Si c'est les émotions, pareil, ça va créer des blocages énergétiques si on n'arrive pas à les digérer. Du coup, déjà, la beauté, ça commence par ça, parce qu'on ne va pas mettre quelques crèmes ou quelque chose comme ça pour être plus jolie. On ne va pas mettre du maquillage juste pour être jolie, parce que nous, on est jolie comme ça, de nature. Et du coup, qu'est-ce qui va refléter? Comment est-ce que notre corps va refléter une beauté? C'est à travers la santé. Donc, si le corps il est sain, si l'esprit il est sain, on va irradier. Et c'est ça que les gens disent. Des fois, on me dit, bah, tu as maigri. Et en fait, je n'ai pas du tout maigri. On m'a dit ça là récemment parce que j'ai eu un souci un peu de famille et donc j'étais pas bien en niveau santé. Mon esprit, il n'était pas bien et mon corps n'était pas bien non plus parce que comme mon esprit n'était pas bien, je me suis mise à manger n'importe quoi. Bon, mon n'importe quoi, c'est moins n'importe quoi pour tout le monde, mais bon, je sais que j'ai commencé à manger un petit peu un carré de chocolat par-ci par-là, des choses comme ça que je sais qui me fait pas du bien parce que le chocolat il est amer, le cacao il aggrave mon vata. Et du coup voilà, j'ai fait des choses comme ça et du coup j'étais pas bien. Et les gens ils me voient et du coup ils voient que il y a un truc qui va pas. Donc ah ben t'as maigri, t'es un peu malade. Et en fait non, c'est que j'avais plus cette espèce de choses que j'irradie d'habitude. Et en fait, on a tous cette sensibilité, mais c'est juste que notre société, elle est tellement pas tournée vers là
qu'on essaye qu'on se rend même pas compte de nos capacités. Mais les gens en général ils sont capables de percevoir des choses qui sont magnétiques. Par exemple, moi je perçois beaucoup les couleurs des gens. Et bon, il y en a qui disent que c'est lire l'aura et tout ça. Moi, je pense que c'est juste de l'observation. C'est juste observer comment c'est. Et du coup, on voit quand est-ce qu'une personne, même si elle est toute jolie, maquillée, tout ça, si cette personne n'est pas bien à l'intérieur, on le sent, on le sait. Et comment on le sait? C'est de l'observation. Pour moi, c'est de l'observation. Mm. Et du coup, c'est ça. On irradie, il y a quelque chose qu'on irradie qui ne se voit pas forcément, mais qu'on peut ressentir. Et pour moi, ça, c'est la beauté. Je ne peux pas dire que c'est pour l'Ayurveda parce que ce n'est pas écrit dans les textes de cette façon-là, mais je pense que l'interprétation qu'on puisse faire de l'Ayurveda, ça serait ça. Ok, hyper intéressant. Du coup, toi, tu fais un lien vraiment super fort entre l'Ayurveda et la naturopathie, c'est ça? Non, pas du tout. Non, en fait, j'ai commencé par étudier la naturo. Ouais. Comme ça, en fait, sur un coup de tête, je venais d'arriver en France et je connaissais rien. Et puis, j'ai vu ça sur Internet et je me suis inscrite sur la foulée. Et ça m'a donné des bases. Ça m'a donné des bases. Mais en fait, l'école que j'ai suivie, tout était un peu éparpillé. C'est-à-dire qu'on apprenait les huiles essentielles d'un côté, les plantes de l'autre, l'alimentation de l'autre. Mais on n'avait pas forcément le lien, les choses les unes avec les autres. Et c'est pour ça que j'ai continué à étudier. Donc, avant de faire l'Ayurveda, vraiment, j'ai fait encore plein d'autres formations de naturo plus petites. Et, j'étais encore en quête. Et c'est l'Ayurveda qui m'a donné des bases. Donc, aujourd'hui, je pense... Alors, il y en a qui disent que toute médecine vient de l'Ayurveda. Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est un petit peu égocentré de dire ça. C'est sûr que selon on a les preuves que c'est les écritures qu'on a qui sont les plus anciennes, mais on a plein de médecines traditionnelles, millénaires, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui si on va aux Philippines, par exemple, et on va retrouver des préceptes qu'on retrouve dans les textes ayurvédiques. Donc, je pense que la connaissance, elle a été donnée aux êtres humains et c'est juste qu'en Inde, on a réussi à la mettre par écrit. C'était une tradition qui était d'abord orale et qu'après, on l'a mis par écrit et qu'on a réussi à la transmettre assez pure jusqu'à nos jours. La naturopathie, elle dit beaucoup de choses qui sont dans l'Ayurveda. C'est juste que pour moi, l'Ayurveda, elle va donner un sens à comment il fait les choses, pour qui, à quel moment. Et ça, c'est grâce à cette notion des doshas, cette notion des 5 éléments, cette notion de spiritualité qu'on retrouve très peu en naturopathie, même si on essaye de calmer le mental, par exemple avec la cohérence cardiaque, et, tout ça, et on a des méthodes en naturopathie. Mais la notion de spiritualité, elle a été un peu enlevée parce qu'on essaye de... j'ai l'impression qu'en naturo, on essaie de faire les petits médecins par les plantes. Des fois, j'ai cette impression. Et, euh, et du coup, tout ce qui est spirituel, on enlève. Et pour moi, tout le sens de l'Ayurveda, c'est la partie spirituelle. Ok. Euh, et du coup, la naturo, par exemple, elle va recommander des jeûnes. Mais des naturopathes, on peut retrouver ceux qui sont pour le jeûne, ceux qui sont contre les jeûnes. Et on n'a pas un truc directif qui dit comment sélectionner la personne pour qui... Oui, si on va dire, est-ce que la personne a la capacité vitale ou pas? Mais ça reste trop large. Comment on va déterminer si la personne a la capacité vitale? Alors qu'en Ayurveda, on va parler d'Agni déjà, on va connaître la constitution de la personne, on va connaître les déséquilibres. Et c'est tout par rapport au dosha. Donc, d'abord, il faut oublier un petit peu, mettre de côté toutes les connaissances qu'on a d'avant pour pouvoir comprendre, parce que c'est tout un système complètement différent. Mais je pense que ça fait toute la différence une fois qu'on a compris. Après, oui, j'allie les deux. Pourquoi? Parce que maintenant, je fais des études de Dravyaguna, c'est-à-dire des plantes vraiment dans l'Ayurveda. Mais mon premier parcours, c'était la naturopathie. Donc, je connais toutes les plantes occidentales et je connais les termes
à l'occidental, c'est-à-dire que telle plante, elle va agir sur les surrénales, elle va en avoir un impact sur le foie. Voilà, donc ma compréhension, jusqu'à un certain point, c'est à l'occidental, un peu allopathique. Et j'essaie de la transposer dans le côté Ayurveda, essayer de la comprendre par les doshas, par les gunas. Et c'est tout un travail, et que j'ai l'impression qu'il y a un travail d'une vie quand même. Oui. Donc j'allie les deux, mais de plus en plus, je fais de l'Ayurveda et la naturopathie. Dans tous les cas, dans ma tête, quand je fais une consultation, je pense Ayurveda, je ne pense pas Mhm. naturopathie. Ok, trop cool. Ma petite question de fin que je pose à tous les intervenants, c'est quel est ton mantra de vie? Alors, mon mantra, je n'ai pas de mantra. Alors, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, c'est le Raga Dil Rogan. Alors, pour ce, moi, je fais une formation gratuite sur YouTube qui s'appelle Ashtangridayam, donc c'est la lecture, interprétation des textes. Et je le fais, en fait, je fais la traduction de la formation de Mateusz Macedo, qui est un médecin ayurvédique. Et toutes les fois qu'on fait cette formation, ben, chaque leçon, on commence par le Ragadi Rogan. Et Ragadi Rogan, c'est quoi? C'est c'est un shlok, c'est une phrase, c'est la première phrase dans des textes ayurvédiques de l'Ashtanga Hridayam, celui qu'on est en train d'étudier. Et en fait, c'est pas juste Ragadi Rogan, ça continue. Je vais pas le faire là pour pas faire pas bizarre. Mais en fait, dans ce shlok, en gros, on remercie cette connaissance, d'avoir la possibilité d'étudier cette connaissance. Et en fait, on salue tous les grands maîtres qui ont réussi à enlever de leur esprit tout ce qui est rage, tout ce qui est un tas de sentiments négatifs et qui ont donc cet esprit pur et qui ont réussi à nous transmettre cette connaissance de façon si pure pour qu'on puisse aujourd'hui la recevoir et l'utiliser et puis la retransmettre dans mon cas. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ok, trop Ce cool. mantra-là qui est un shlok en fait, c'est pas, je ne sais pas si on peut dire que c'est un mantra, mais voilà. Ouais, si ça fonctionne, je prends. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. J'ai été ravie de te recevoir. Et puis bah c'était super cool. Ok, super, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.